Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 4e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Gerald Dedock. Merci. J'apprécie un petit Gerald Dedock en ce jeudi. Une belle saison avec les Canadiens de Montréal. Une légende, oui, du Canadien de Montréal, Gerald Dedock. Eh bien, pour l'honorer, le Canadien fait pas de même. Mais bon, on va parler de la finale de conférence quand même dans la Ligue nationale de hockey. Dans l'Ouest, c'est déjà terminé. On adresse cette situation-là alors qu'on se pose la question comment Vegas s'est rendu en finale. Parce que, gars, ça sera pas trop long, mais on verra. En tout cas, je déteste ce qui se passe. Et évidemment, est-ce que ça donne une chance dans l'Est, étant donné que la puissance de l'Avalanche du Colorado n'est plus dans les séries éliminatoires. Par la suite, écoute, le segment de tennis le long de la ligne qui a pris un tournant complètement différent de ce que c'était censé être ce matin, puisque Yannick Sinner n'est plus de Roland Garros. C'était sa chance. Il a perdu en deuxième ronde, encore une fois incommodé par des crampes. On jase de ce qui va se passer maintenant du côté de Roland Garros. Est-ce que c'est la chance pour Djokovic, qui est le nouveau favori pour remporter ce fabuleux Grand Chelem en France? On en jase. Et bien sûr, les segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 4e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Mais sans plus tarder, embarquons dans notre segment mise en échec alors qu'on se demande la question, Phil, comment Vegas s'est même rendu là? Affronter une puissance comme le Colorado. Puis en fait, je pense que la question est bien, mais comment ils l'ont fait si facilement, c'est plus la question. Beaucoup de choses à évaluer par rapport à cette situation-là, mais je vais te laisser embarquer dans le sujet tranquillement, mais sûrement. Ils l'ont fait avec un effort d'équipe, franchement. Mm-hmm. Ils l'ont fait avec un système qui fonctionne très bien, avec un coach qui s'est pointé avec 8 matchs à jouer à la saison, c'est peut-être 7. Fait que... Ouais, ils l'ont fait de la façon la plus Vegas possible, c'est-à-dire avec des feux d'artifice. C'était flamboyant, c'était inattendu, c'était très Hollywood, tout ça, mais ils sont là maintenant. Écoute, je sais pas si on peut parler d'une Cinderella run, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est quand même une équipe pour moi qui aurait dû mieux faire en saison régulière. Pour qui on se doit, puis on est tout à fait en droit d'avoir des attentes. Parce que, écoute, il y a amplement de vétérans sur cette équipe-là, il y a amplement de joueurs de talent. Et c'est une équipe qui est bien constituée aussi défensivement. Donc, je ne voyais pas nécessairement de raison pourquoi cette équipe-là a eu tant de difficultés à se qualifier pour les séries. C'est certain que c'est un peu imprévisible. Écoute, je pense que leur série la plus difficile aussi, bizarrement, ça a été la première contre Utah. Yeah. Parce que Utah était très proche dans certains de ces matchs-là aussi. Puis après ça, on dirait qu'ils sont juste venus de meilleur en meilleur à mesure que ça avançait. Je ne sais pas si le système s'est solidifié aussi, puis la confiance avec l'entraîneur, la relation avec les joueurs. Mais clairement, le message a été capté du côté de cette équipe-là. Puis on joue juste du hockey difficile à soutenir. Écoute, c'est une équipe qui est juste vraiment dédiée à la tâche, dévouée à bloquer des lancers, à rapatrier des rondelles, à distribuer des coups d'épaule. Puis c'est fatigant. C'est fatigant de jouer contre ça sans arrêt. D'autant plus que, clairement, on l'a vu, Colorado, la santé n'y était pas. Je pense que la santé des troupes n'y était pas. L'exécution n'y était pas non plus. Ils ont été battus. C'était fair and square. Là. Ils ont été battus largement. Et il n'y a pas nécessairement pour moi de... C'est difficile de trouver les mots pour Colorado, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à ressortir de positif de cette série-là, franchement. Écoute, est-ce qu'on aurait pu tenter quelque chose de différent du côté du Colorado? C'est peut-être un changement de gardien de but, je sais pas. On l'a fait. Ouais, on l'a fait dans le dernier match. On l'a fait dans le dernier match. Peut-être maintenant, mais je veux dire peut-être plus tôt. Mais
c'est juste, on est encore sous le choc de ce résultat-là. Écoute, je pense pas avoir vu quelqu'un. Je pense pas que quelqu'un aurait pu avoir l'audace même de prédire. Ah, c'est sûr que les poules d'hockey sont défaits en Ouais, moment où on se parle. Vegas en 4, c'est absurde. Mais ouais, je pense que Colorado, il y avait peut-être plus de problèmes au sein de cette équipe-là que ce qu'on avait anticipé. Puis ça a pris une bonne équipe pour les exposer. Minnesota n'était pas nécessairement à ce niveau-là. Puis Los Angeles non plus. Puis écoute, ça ressemble un peu au parcours des Canes aussi. Comme au début, c'était très facile. Puis là, la finale de conférence, c'est là qu'on a peut-être un peu plus d'opposition. Mais ouais, je suis juste bouche bée. Je suis bouche bée de ce qui s'est passé dans cette finale-là. Et ouais, Vegas, c'est à prendre extrêmement au sérieux. C'est un système, puis c'est un système qui fonctionne bien à cause des vétérans qui jouent dans cette équipe, qui ont adopté cette méthode Tortorella. Et ouais, je pense que c'est même la Caroline qui semble en bonne posture présentement. Là, un peu trop. On aura plein les bras face à Vegas. Ouais. Fait que, ouais, vraiment, c'est pas une équipe du tout que je m'attendais à voir sortir de l'Ouest. Écoute, évidemment que Colorado était en tête de liste. Au début, je t'aurais peut-être nommé même les Stars ou je t'aurais peut-être nommé les Oilers, mais franchement, Vegas, ça semblait improbable avec les déboires qu'on avait là, au cours de la saison. Mais on dirait que tout vraiment s'est consolidé juste au bon moment. Puis ouais, on a trouvé une façon de gagner. Puis c'était pas un hasard, c'est la formule de l'effort. Puis ça, c'est une formule fiable. Puis ça marche à coup sûr. Tu sais, au début de saison, Philippe, on avait fait nos prédictions. Puis en début de saison, sur papier, je t'avais dit Vegas va gagner la Coupe Stanley. Bon, au fur et à mesure que la saison avançait, je me disais encore une prédiction qui va passer dans l'eau. Pour un autre épisode de Dans les Gradins qui ne figurera pas en rattrapage. Mais le plus qu'on regarde ça, puis le plus qu'on regarde cette équipe-là jouer, c'est une équipe tellement inspirée. Puis, bon, c'est évidemment, dans cette série-là contre le Colorado, n'importe quelle équipe qui est à la base menée par du pouvoir de stars comme celle de Cale Makar et de Nathan MacKinnon, MacKinnon a joué blessé pendant toute cette série-là. Ouais. Makar a raté les 2 premiers matchs. C'est excessivement difficile. Puis là, de voir Makar revenir, c'était beau, mais c'est pas le même Makar mobile offensivement et défensivement. Il y avait des lacunes. Martin Necas était invisible. Cette équipe-là, en général, à l'exception de Brock Nelson et Nazem Kadri, était excessivement imprésente pendant cette série-là. Puis rien à blâmer d'ailleurs sur les gardiens. Hein. Si vous regardez juste les statistiques, vous pouvez vous dire OK, ben, il aurait pu faire mieux. Mais si vous regardez le match, c'était beaucoup trop de chances de grande importance là, devant le gardien de l'Avalanche, tout simplement. Puis il n'y a aucune chance que je blâme aucun des deux Wood pour ça, mais de l'autre côté, il y avait juste un gardien qui était supérieur, puis ça, c'est Carter Hart. Est-ce que je m'attendais un jour te dire que Carter Hart allait être en finale de la Coupe Stanley? Jamais. Ouais. Il n'a pas volé la série. Il n'a pas volé la série, mais tu sais, c'est encore une fois, c'est un gardien qui fait partie d'un système qui marche tellement bien, mais qui est là pour faire les arrêts importants quand c'est le temps pour. C'est un peu comme Frederick Anderson. C'est juste qu'Anderson n'a pas 30 tirs par match. Il y en a 12. On en parlera un peu plus tard. Il faut dire quand même, je pense, les chances de qualité là, dans le dernier match, dans toute la série, ça a été beaucoup à l'avantage Colorado. De Vegas plutôt. Ouais. Puis je pense, dans le dernier match, là, c'était comme 22 des 31 là, qui étaient pour Vegas.
Et d'ailleurs, retour de Mark Stone va juste aider cette équipe-là. C'est 3 points en 2 matchs de son retour, en 15 minutes, un petit peu moins de 16 minutes là, de jeu par match, ce qui est excessivement fort. Là, Vegas me fait vraiment penser aux Hurricanes quand on les regarde jouer. C'est une équipe qui est profonde. Puis Torts s'en profite pour faire rouler ses 4 trios, un peu comme Brindamour, qui fait jouer son 4e trio 15 minutes par match, soit dit en passant. Trio de Jankowski qui sort, il est toujours là, il est tannant, ce trio-là. Il cause beaucoup de problèmes. C'est la même chose avec les trios de Nick Dowd et Keegan Colasar, par exemple. C'est des gars qui vont en fond de train, puis c'est tellement difficile de jouer contre des gars qui ont tellement d'énergie, puis ils l'utilisent de manière physique tout le temps, puis tout le temps comme ça. Ça me fait juste penser à cette série-là contre le Canadien là, pour les Hurricanes. Puis, t'en as un à Montréal. T'as Josh Anderson. T'as Zachary Bolduc qui est là des fois. Mais quand comparativement à 2 trios complets, même le trio de Jordan Staal, ça l'arrête pas non plus. Ça l'envoie des rondelles profondément en territoire ennemi. Puis j'ai rarement vu une équipe, puis je l'ai dit souvent lorsque je regardais les matchs, je me dis, à chaque fois, je me dis, ils ont toujours la POC. Cette équipe-là a toujours la rondelle. Et, je ne comprends pas comment cette équipe-là peut toujours ressortir avec. Mais c'est de même que leur système fonctionne. Puis c'est de l'énorme pression tout le temps. Ça a fonctionné, je veux dire. Le Canadien qui, bon... Pour moi, le Canadien, c'est une équipe qui regorge plus sur le talent puis l'idée d'être patient puis intelligent avec la rondelle. L'affaire, c'est que quand tu es habitué à avoir de l'espace puis te faire de l'espace comme ça, on dirait que tu es nonchalant sur la glace quand tu fais pas ce genre de jeu-là. Ouais. Puis à plusieurs reprises, tu as vu notamment des défenseurs d'un peu plus de talent comme Noah Dobson puis Lane Hudson essayer de créer des jeux, mais là, ça vient trop vite vers toi puis le revirement est facile. Et là, les gens, évidemment, vont dire « OK, c'est un mauvais revirement », mais quand t'es pas habitué... Il y en a eu beaucoup hier. Il y en a eu tellement. Hier, c'était l'enfer. Hier, c'était atroce. Puis en troisième, je sais pas quoi dire, honnêtement. 17-0 les tirs à un moment donné, c'est de la domination pure. Puis je suis pas prêt à dire que la Caroline est nettement supérieure aux Canadiens, mais ce que je veux dire, ce que je vais dire, c'est que... Les matchs numéro 2 et 3 se sont finis 3-2 en prolongation. Oui. C'est juste 2 équipes qui jouent des styles de jeu tellement différents. Puis malheureusement pour le Canadien, c'est un système de la Caroline qui va complètement contrer le CH. Puis ça fait en sorte que tu vas évidemment perdre des matchs à plate couture des fois. C'est pas écoute, les Canes, on le sait, c'est pas une équipe qui regorge de chances de qualité. C'est pas une équipe qui est offensivement puissante. Et pour ça, j'ai peur que ces derniers vont jouer contre Vegas. J'ai vraiment peur. Même que je dirais que le Canadien aurait une meilleure chance de gagner contre Vegas. De très peu, juste par l'idée que il y a des gens qui peuvent marquer. Mais on le saura jamais parce que ça n'arrivera pas. Je veux pas tirer la serviette, mais je pense que cette série-là, malheureusement, est juste terminée à Raleigh en 5. Mais ça m'a donné un nouveau goût pour les Canes dans l'idée où, genre, je déteste comment ils jouent là-bas. Comme j'ai jamais aimé comment les Hurricanes jouent. Mais j'ai pas le choix de au moins apprécier ce que Rob Brindamour fait à cette équipe-là. Puis hier, quand j'en parlais justement pendant le match, je disais tout le temps genre que Jacques Lemaire aurait été fier de ce qui se passe présentement en Caroline. C'est peut-être le meilleur hockey systémique que j'ai vu. Puis tant mieux pour eux. Puis honnêtement, si les Hurricanes vont gagner la coupe, je serais pas fâché. Parce qu'ils le méritent, ça fait longtemps. C'est juste que là, va falloir... l'affrontement de système va être féroce. Et ça se peut que ça donne soit le hockey le plus plate que j'ai jamais vu de ma vie, ou le hockey le plus important et le plus assez disputé que j'ai vu. Mais pour ça, il faut évidemment que les Canes terminent cette série. Ça pourrait être plate, mais ça manquera pas d'intensité. Comme ça, c'est certain. Pourrait être plate au sens de comme très shutdown, mais ça manquera pas d'intensité. Puis il y en a, ça va peut-être manquer d'offensive aussi. Je veux dire, les 2 gardiens qui ont été très bons aussi, des défensives très, très solides, des équipes qui bloquent une tonne de lancers. Donc, non, je m'attends pas à voir des festivals offensifs dans cette finale de la Coupe-là. Mais quand même, ça devrait être... Pour moi, c'est un duel qui promet quand même, juste dans le sens que les équipes me semblent tellement ex aequo. Puis
peut-être un peu plus de star power du côté de Dallas. Ça, c'est Vegas, pardon. Ouais, ça, c'est ouais. c'est certain. C'est certain. Mais écoute, la Caroline a été capable de neutraliser les vedettes du Canadien. Donc, peut-être un peu trop. Peuvent le faire aussi contre Vegas. Es-tu d'avis qu'un changement d'alignement pour le Canadien, pour le 5e match, ce serait peut-être de mise, tu sais, un Jacky ou un Gallagher? Ou... Ben, les deux, honnêtement. L'affaire, c'est si on regarde la série, pendant les 4 premiers matchs, tu as eu le premier match où le Canadien a joué du hockey comme le Canadien de Montréal joue du hockey. Mm-hmm. C'est-à-dire du hockey excessivement opportuniste, du hockey où tu te fais de l'espace. Puis bizarrement, au fil du temps, quand la série avance, c'est une équipe qui a eu peur du contact, qui a eu peur du jeu physique. Puis en se pressant comme ça te donne des mauvais revirements. J'ai tellement de coups. Hudson, et ça a été dit même en conférence de presse par Taylor Hall, le plan de match, c'est de littéralement courir vers Hudson. Ouais. C'est lui qui a pris le plus de mises en échec depuis le début des séries. Pour la deuxième fois en 2 séries éliminatoires, le Canadien, un joueur qui mange le plus de coups en première ronde. La saison passée, c'était Carrier, qui d'ailleurs en mangeait 6 par match. Il est encore pas loin. J'assume. Comme 4e, je pense. C'est quand t'as une équipe de train devant toi comme ça, ça y va, mais non, gars. Répète-moi donc ce que j'ai passé dans un. Non, c'était juste pour savoir si c'était de mise d'appeler peut-être. Oui, absolument. Il faut un changement. Puis je sais pas pourquoi Martin l'a pas fait pour le match numéro 4 et ça l'a clairement pas fonctionné dans le match numéro 3. Jacky est certainement de mise. S'il y a bien quelqu'un qui peut changer un momentum avec une mise en échec, c'est bien Harbour. Puis même si Gallagher n'est pas nécessairement le patineur le plus rapide, au moins il y a ce vieux jeu-là. Il y a ce grit and grind. Parce que présentement, le Canadien, il n'y a jamais une relance offensive qui est faite avec un joueur qui entre dans le territoire offensif. C'est des rondelles qui sont envoyées en profondeur, puis évidemment, tu perds toutes ces batailles-là parce que c'est ça l'identité des Hurricanes de Caroline. Fait que non, j'aimerais bien un Gallagher dans le mix, peut-être un changement de trio, mais comme honnêtement, moi puis toi puis tout le monde qui nous écoute, là, j'en ai vu assez. J'en ai vu assez. Je pense que malheureusement, il est trop peu, trop tard, puis ce sera une saison qui est quand même vraiment pas décevante. Là. Une finale de conférence si jeune, tu vas voir cette équipe-là se rendre encore loin comme ça pendant des années. Forcément, il y a un peu de ça qui est attribuable à l'usure aussi, non? Certainement. Les 2 séries en 7 matchs. Mon Dieu. C'est pas des mauvaises équipes. Non, il n'y a pas une fois le Canadien affronté une équipe qui était en bas d'eux dans le classement général. Puis les Sabres, le Lightning, deux séries qui vont en 7, 2 équipes qui ont été excessivement colossales et physiques. Pas mal plus du côté des Sabres que le Lightning. Le Lightning, je te dirais, c'était peut-être notre série la plus facile, entre guillemets. Mais oui, non, c'est sûr qu'il faut attribuer ça à la fatigue. Puis ils ont été résilients, là, les Canadiens. Chaque match qu'ils perdaient, le prochain était 2 fois mieux. Puis c'était un effort collectif pour se remettre dans le coup. Mais à un moment donné, je pense qu'il arrive juste à un point où ils sont un peu à court de réponse. Puis c'est aussi du fait de cette émotion-là, puis de toutes les ressources qui ont été déployées dans leur parcours jusqu'à présent, c'est certain. Puis tu arrives contre une équipe comme les Canes qui va t'amener à jouer du hockey très, très intense puis demandant physiquement. Puis c'est juste, on dirait que c'est un peu la tempête parfaite. Les Canes ont été vraiment bien comme set-up pour gagner cette série-là. Avec les antécédents pour Montréal. Fait. Absolument. C'est tough de voir ça se produire comme ça. J'aurais aimé, comme tu sais, si ces 2 équipes-là s'affrontent au premier tour, je me dis, OK, peut-être que ça va donner quelque chose de complètement différent. Mais ouais, ça aurait été plaisant de voir ces 2 équipes-là s'affronter pleinement reposées. On se rappelle aussi que Montréal a eu du succès contre les Kings en saison régulière. Fait que,
question de timing. Puis le repos, finalement, je pense, on dirait aussi qui devient un facteur clé. On en avait parlé beaucoup. Puis dans le premier match, ça a été un peu l'inverse, dans le sens où les Canes étaient justement un peu trop. Avait peut-être un peu trop un petit laisser-aller, quoi, puis manquer d'action, de match. Mais ça, quand ils ont retrouvé leur repère, là, on a vu que le repos avait quand même son mot à dire là-dedans. Cette série-là n'est pas terminée d'ailleurs. Là. On va pas commencer à faire un bilan sur la saison du Canadien, mais si c'est pour se terminer, juste après que vous allez regarder ceci d'ailleurs vendredi, si ça se termine à Raleigh, ça se termine à Raleigh. Il y aura un bilan qui va suivre la semaine prochaine pour sûr. Beaucoup de points positifs de cette saison. D'ailleurs, l'un des joueurs qui show up le plus pendant les séries, au moment où on se parle contre les Kings, surtout, c'est Jacob Debesch. Et donc, la question pourrait suivre l'année prochaine. On fait quoi avec Fowler? Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Beaucoup de questions à se poser pour le Canadien, mais que du positif à en sortir d'une des meilleures saisons de leurs 25 dernières années, depuis les années 2000. Debesch a joué un très bon match. Il est excellent. Il est excellent. Un but dans un filet désert, évidemment. Puis sinon, il a fait face à un barrage de tirs là, au-dessus de 40 lancés. Fait que c'est bon pour son développement. Oui. Puis c'est très positif dans son cas. Puis lui, il n'a pas perdu du tout son envie de se battre. Fait que peut-être que c'est... Non, mais tu sais, il n'a pas perdu son feu du tout. Peut-être que ses coéquipiers vont voir ça. Puis que ça peut les motiver. Ils vont peut-être vouloir aller en chercher une au moins pour leur gardien. Ça peut être une source d'inspiration aussi parce que pour moi, Debesch, c'est de loin le meilleur joueur du Canadien dans le dernier match. Oui. Et puis peut-être pour la série aussi. Ouais, 100%. Evans a joué correct aussi hier. Mais... Défensivement, il était très bon. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Offensivement, peu à dire quand tu marches. Bizarrement, le Canadien était meilleur aussi en désavantage numérique. Oui. Qu'à 5 contre 5, on dirait que... les Canes s'endormaient un peu là, parce qu'à un moment donné, comme ils sont tellement habitués. T'as trop d'espace. Oui, c'est ça. Ils sont tellement habitués de jouer ce forecheck intense là, puis le man-to-man, ben là tu peux pas jouer un man-to-man, l'autre équipe en a 2 de moins. C'est ça. C'est ça. Peut-être c'est une stratégie employée. C'est peut-être une stratégie pour juste le Montréal, tout le temps, il faut plus d'indiscipline pour le prochain match. On verra. Mais il y avait de la frustration aussi, on l'a vu à la fin. Oh my God. À la fin, je pense, ça c'est sûr. Martin aussi, là, le pauvre Martin était juste, il savait plus quoi faire. Tu vas apprendre, ça c'est un apprentissage aussi pour Martin parce que. Le coup de Dano sur Star, j'ai pas aimé du tout. Non, je comprends. Ouais, je comprends. Il était déjà sur la glace, puis la tête qui est un peu coincée. Dano était très frustré cette game-là, ce match en général. Mais bon, bref. Prochain match qui est demain, là, on verra ce qui va se passer avec ça. Ce sera soit série Vegas Hurricanes ou peut-être une dernière poussée pour le CH, on va l'espérer. Qui sait, mais ce qu'on sait évidemment, c'est que Vegas sera en finale contre une équipe de l'Est. À voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais Phil, il faut entrer évidemment dans un segment le long de la ligne qui a pris un tournant un peu bizarre ce matin. Si vous ne suivez pas nécessairement le tennis, le meilleur joueur au monde au moment où on se parle, c'est Yannick Sinner, l'Italien. Puis, ce dernier avait une chance à ce Roland-Garros d'être un pas de plus, de compléter le tennis. Et je vous rappelle qu'il a 24 ans. S'il remportait Roland-Garros, il lui manquait que les Olympiques à remporter et le tout était joué. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour Yannick Sinner, Phil, parce que, bon, encore une fois, c'est ses crampes qui lui ont joué un mauvais tour. À l'avance, 2-0 et 5-1 dans le 3e set. Question d'un petit jeu, puis il remportait ce match-là. Il a tombé en 2e ronde. Et ça, non seulement est-ce que ça l'a fait beaucoup de peine. Personnellement, ça m'a fait un peu de peine parce que je me dis, tu sais, c'est historique ce qu'on est en train de voir du côté de Yannick Sinner. Il avait la porte grande ouverte pour remporter Roland-Garros avec évidemment le retrait de Carlos Alcaraz, je vous le rappelle. Et de là, de ne même pas le voir compétitionner plus loin que la 2e ronde, c'est attristant. Mais ça, ce qui est important toutefois, Phil, c'est que ça sujette des questions un peu. Et beaucoup de questions. Puis tu m'as dit mot pour mot dans nos messages, tu m'as dit j'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses qui me passent par la tête, dont une qui est par rapport à Djoko et son 25e grand chelem possible. C'est une possibilité, certes. Oui, non, tout à fait. Puis bizarrement aussi,
lorsque le tournoi a commencé, là, j'écrivais à mes amis, puis je leur ai dit que pour moi, le rêve du 25e de Novak, ben, à ce point-ci, c'est plutôt une fantaisie, puis c'est quelque chose qui me semble inatteignable. Sauf, et j'ai bien dit sauf, si par des circonstances favorables, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner ne sont pas dans ses pattes. Et voilà que Alcaraz, lui, s'est retiré avant même que le tournoi commence, ne participera pas à Wimbledon non plus. Pour Sinner, c'est une sortie au deuxième tour qui... Et c'est un choc absolu. D'autant plus que ce match-là était pratiquement scellé. Comme un jeu, une partie au service d'être scellé. 5-1 au troisième. Puis ça finit 7-5. Oui, cet Argentin, Juan Manuel Cerundolo, qui est le frère de Francisco Cerundolo, un peu plus bas au classement mondial que son frère aussi, mais on le sait, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience sur terre également. Ces Argentins, la plupart des terrains en Argentine, ce sont des terrains de terre battus. Fait lui s'est vu présenter une opportunité du fait que Sinner était clairement accablé par la chaleur. Puis, d'ailleurs, c'est pas... Écoute, je l'avais dit aussi, la seule chose qui peut vraiment se mettre dans le chemin de Sinner, je crois, c'est Sinner lui-même. Parce que il est tellement comme des lunes, il est tellement des années-lumière à des années-lumière de la compétition. Je t'ai envoyé, je pense, le graphique là, concernant les coups droits et les revers. Faut défiler la qualité page du coup droit, la qualité du revers. Sinner définit carrément l'axe des X et l'axe des Y. Là, comme, il est tellement loin des autres. C'était comme... Non, il était carrément... Les probabilistes pour le tournoi lui donnaient des meilleures chances de gagner que la plupart des fois où Nadal participait à Roland-Garros dans sa carrière. Comme... Nadal avait de la compétition d'extra, je crois. Comparativement à son niveau sur le terrain, Nadal avait les Djokovic, parce que faut le mentionner, c'est pas de l'énorme compétition que Yannick Sinner, autre qu'Alcaraz. Ça, c'est en passant. Aujourd'hui, Yassim vient de prendre la deuxième manche. Mais c'est ça. Mais je comprends, puis c'est tellement dommage, c'est terrible ce qui vient de se passer. Mais ça l'ouvre la porte pour Djoko. J'espère que ça va lui donner cette puissance-là. Djoko, mais peut-être son dernier tournoi. Autres aussi, je veux dire. Ouais, lui, on ne sait pas. Il pourrait jouer jusqu'à 45 ans, qui sait, avec Novak. Mais ça ouvre la porte pour lui. Ça ouvre la porte. Zverev, peut-être. Mais attention, Djoko, je pense, en ronde des 16, il s'enligne déjà pour faire face à Casper Ruud. Je ne suis pas certain de ce que j'affirme là. Il faudrait vérifier. Encore là, il y a des obstacles pour Djokovic. Puis Djokovic, d'ailleurs, a presque pas joué cette saison aussi avant de s'amener à Roland-Garros. Là, on a vu ses premiers matchs. Il a échappé une manche dans chacun des matchs. Donc, bon, clairement, du côté de Djokovic, je pense qu'on est encore en train de trouver peut-être notre vitesse de croisière. Est-ce que ça va venir à temps? Parce que pour moi, Casper Ruud, honnêtement, c'est un gros cône orange là, dans le chemin de c'est Casper Ruud ou Tommy Paul en quatrième ronde, mais ça, faut-tu battre Yao Fonseca avant, puis sur terre battue, c'est pas facile. OK, mais voilà. Ruud, c'est un expert de la terre battue aussi. Il a déjà fait une finale à Roland-Garros. Donc ça, c'est un gars aussi que je vois qui a une énorme opportunité devant lui. Et de même pour Alexander Zverev, on va le dire encore, parce que c'est maintenant lui qui est le favori selon les probabilités. C'est même pas proche. Par une bonne marge quand même. Puis ça, d'ailleurs, je suis pas sûr que c'est une bonne position pour je pense pas qu'il regarde le tennis. Si tu lui ajouter de la pression à Alexander Zverev, généralement, ça va pas pour le mieux. Parce qu'il réagit pas bien dans ces situations-là.
Non, ben, il y a une finale en 2024, mais ça s'arrête là à Roland-Garros. Mais, Fait quoi, tout cela dit, c'est juste... Ça vient de bouleverser l'entièreté de ce tournoi-là. On avait c'était presque une formalité que Sinner l'emporte. Il avait raflé les 3 Masters 1000 sur terre battue. Peut-être que ça aussi, c'est une autre chose. Le fait qu'il avait peut-être beaucoup de millage dans le corps. Je veux dire, oui, il est jeune, il est capable d'en prendre, mais écoute, il y a une très bonne équipe. Une équipe qui est vraiment... qui le traite aux petits oignons. Puis on a peut-être manqué de jugement, je sais pas. Mais en tout cas, clairement, il était pas... il était peut-être pas apte à jouer autant de tennis avant le Grand Chelem qui venait. Et ça fait quelques fois maintenant. Fait que Sinner, on commence à voir qu'il y a peut-être... On commence à déceler une rare faiblesse dans son jeu, j'ai envie de dire. Puis c'est les chaleurs extrêmes. On dirait que vraiment... puis, tu sais, c'est normal de faire face à des obstacles comme ça au cours d'une carrière. Djoko, ça lui est arrivé aussi. Lui, à un moment donné, c'était le soleil, là, quand il se levait les yeux puis il regardait le soleil là, pour faire son lancer de service. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, ses yeux. Puis, je veux dire, même les grands champions ont des obstacles comme ça qui vont se mettre sur la route. Puis après ça, c'est de voir comment on va les contourner. Puis on va mieux se préparer pour la suite. Mais on peut pas dire, on pourra pas dire que c'était complètement sorti de nulle part pour Sinner parce que juste en janvier, à l'Open d'Australie, il perdait par une manche et un bris face à Elliott Spitzeri, qui est un joueur qui devrait battre facilement. Puis c'est juste quand le toit s'était fermé, d'ailleurs, à un moment très opportun pour Sinner, qu'il avait réussi complètement à renverser la tendance. Mais c'était la même chose, là. Il était sur le court comme ça, puis tu le voyais, il pouvait juste pas se rendre aux balles comme son cerveau voulait, mais le corps suivait pas. Puis, c'est ça qui s'est produit encore une fois pour Sinner aujourd'hui. Il était simplement plus capable de se trimballer sur le terrain du tout. Puis les jambes sont devenues excessivement lourdes. Les amortis, le moindre amorti qui tombait à l'intérieur de la ligne de service, il s'y rendait pas. Fait que, un cas vraiment d'un joueur complètement déjoué par les conditions. Puis, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était son tournoi. C'était à lui, puis c'est un peu le seul qui manque aussi à son palmarès, justement, mais il faudra que ça attende. Puis, dois-je vous rappeler que l'année dernière, il y avait 3 balles de championnat aussi. Ça commence à ressembler un peu... une malédiction, là. Une malédiction à la Federer qui pouvait jamais... Finalement, t'affrontes Söderling pour tout gagner. C'est un peu désolant, mais faut profiter de ça. Mais bref, sans Sinner, c'est un tournoi complètement ouvert à tous maintenant. Et il y a des joueurs qui voudront certainement en prendre possession, notamment, tu l'as mentionné, Kasparov, Zverev, ce genre de gars-là qui veut un grand chelem. Mais t'as mentionné le nom de Tsitsipas tantôt, j'ai détesté. Mais si ça arrive, ça arrive. Ce serait drôle. Ça pourrait être un revenant comme ça aussi, un Berrettini, par exemple. Un Roublev, ça serait bien. Un Roublev, ça serait super bien. Mais ce qui est... c'est pas certain, mais ce qui est peu probable, c'est que ce soit un Canadien qui le fasse côté masculin. Mboko, elle, qui va super bien au moment où on se parle. Shapovalov, qui a perdu contre quelqu'un qui était qualifié, mais qui a même perdu dans les qualifications. Un lucky loser, comme on appelle. En 3-7, d'ailleurs, le Chapeau qui est encore sorti en première ronde. Auger-Aliassime qui a eu de la difficulté en première ronde aussi. 5 manches, ça l'a pris avant de défaire son adversaire. J'avais dit que ça allait être un test face à... Oui, puis tu avais 100% raison, l'Allemand qui a donné tout qu'un match. Et là, affronte présentement un Bourou-Chouchaga que je ne connais pas, mais qu'on est présentement au 4e set, 2 manches à 1 en faveur de Félix Auger-Aliassime. C'est une opportunité. Oui. 4e tête de série, Sinner n'est pas là. Il y a juste Zverev qui est plus haut classé que toi, techniquement, dans ce tournoi-là. Mais encore une fois, c'est l'identité du champion qui manque. Pardon? Puis Djokovic.
Oui, c'est vrai, parce qu'Alcaraz n'est pas là, et donc 2-3. Et oui, pardon, t'as raison. Fait que, ouais, non, mais peu importe ce que c'est, ils sont pas dans son tableau de toute façon. Il est dans le tableau supérieur. Djokovic et Zverev sont dans le tableau inférieur. Fait que t'as cette opportunité-là de te rendre loin. Il faut juste le savoir puis avoir cette identité de champion-là qu'on n'a pas vu d'Auger-Aliassime jusqu'à présent dans sa carrière. Mais c'est sûr que c'est la chance pour lui de devenir peut-être le joueur que les gens croient ou veut qu'il devienne aussi. Mais bon, Mboko, elle, qui était peut-être un pas à l'avance, puis avec quelques surprises aussi côté féminin, notamment Rybakina qui n'y est plus, Pegula qui n'y est plus. C'est encore une fois un autre tableau qui s'ouvre un peu pour Victoria Mboko. Est-ce qu'on croit aux chances de notre Canadienne? Ouais, pourquoi pas. Je veux dire, comme je le disais là au début du tournoi, c'est assez ouvert du côté féminin. Ouais, c'est vrai. Attention quand même aujourd'hui avec Siniakova. Je veux dire, c'est certainement pas gagné d'avance. Une Tchèque également sur terre. Ça peut être compliqué quand même. Mais Mboko, c'est une joueuse franchement très, très dynamique. Et j'aime beaucoup ce que je vois d'elle. Écoute, vraiment, en première ronde, ça a été très simple. 6-1, 6-2 face à Bartunkova. C'est une joueuse qui fait tourner des têtes là, quand même. Victoria Mboko, même Serena Williams aussi, j'ai appris aujourd'hui, qui veut revenir au jeu à Wimbledon pour jouer avec Mboko. Donc ça, c'est quand même des grandes éloges. Ben oui. Parce que c'est une GOAT, Serena Williams. Donc, clairement qu'elle voit quelque chose en Mboko aussi. Puis j'imagine pas ce que ça pourrait faire pour elle aussi d'avoir... son développement va être incroyable. Comme mentor également. Fait que ça, c'est super cool. Mais ouais, certainement qu'elle a ses chances dans ce tournoi-là. 9e tête de série. Il y a des joueuses quand même qui ont l'air solides là, présentement du côté féminin. On va pas se mentir non plus. Sabalenka a l'air aussi inébranlable que d'habitude. Ça peut être un problème. Swiatek aussi sera pas facile à tasser. Surtout sur terre battue. Ouais, sur terre. Donc, il y a quand même là, des joueuses qui peuvent se dresser sur son parcours, mais je dirais, elle est tellement jeune. Tout ce qu'elle peut aller chercher comme expérience encore, là, c'est positif. Ouais. Puis on est encore à un stade assez précoce de son développement en Grand Chelem. Je pense que tout ce qu'on va aller chercher comme expérience, justement, c'est positif pour Mboko. Ouais. Développer son jeu aussi sur toutes les surfaces. Puis vraiment se diversifier, c'est tout ce qu'on demande du côté de Mboko qui a seulement 19 ans. Oui. Et 9e tête de série. Ouais, encore l'avenir devant elle, mais on a vu ça souvent du côté féminin, des jeunes joueuses comme ça qui, à un stade assez précoce de leur carrière, réussissent à aller surprendre tout le tableau en Grand Chelem. Donc, ça s'est fait dans le passé, puis elle est très, très bonne candidate, justement, pour y arriver, d'après moi. D'ailleurs, va affronter Madison Keys, elle l'emporte face à Siniakova dans, mon Dieu, quelques minutes pour nous. Vous avez certainement déjà le résultat, assurément déjà le résultat devant vous du côté de Victoria Mboko, bien sûr. Roland Garros, grand ouvert du côté masculin, côté féminin. Certainement un tournoi là, à surveiller côté sport. Écoute, c'est pas dans les mêmes horaires que le hockey non plus. Vous avez le temps. Shout-out Moïse Kwame aussi aujourd'hui. Le prodige de 17 ans français. À 17 ans. Continue son parcours à Roland Garros. De toute beauté. Ouais. Vraiment de toute beauté. C'était un beau match. On lui souhaite quand même. La foule était derrière lui. On se dirait, on serait cru au Centre Bell. Puis c'est comme...
On dirait que, tu sais, avec. Les Français sont tellement à la recherche d'un nouveau héros comme ça. Tu sais, avec la fin de mon fils aussi, on le sait, qui vient d'annoncer, de faire ses adieux au public de Roland-Garros. Ils sont à la recherche d'un nouveau héros. Puis oui, il y a Arthur Fils qui est blessé, malheureusement. Ouais, il est blessé présentement. Puis il y en a plusieurs des jeunes, mais on n'a pas. On dirait on cherche cette vedette-là qui va percer puis demeurer dans le top 10 mondial. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu vraiment depuis les Gasquet, puis les Monfils, puis les Simon, ouais, aussi. Les Tsonga. Fait que c'est ça, on a un peu ce vide-là du côté du tennis français. Puis il y en a plusieurs qui ont compétitionné dans le tournoi, mais Moïse Kwame, pour moi, c'est certainement un des plus excitants. Je le connaissais pas beaucoup, je vais l'admettre, je l'ai regardé jouer un peu aujourd'hui. Puis déjà à 17 ans, il possède des très bonnes armes là, sur le terrain. Donc c'est excitant. Si j'étais assis à Roland-Garros là, sur le Lendgren en tant que fan français, je pense que je serais clairement je serais un peu excité de voir là, ce qui va venir pour ce jeune joueur. Il jouera d'ailleurs en troisième ronde face à nul autre qu'Alejandro Tabilo. Ça, c'est un duel de taille. Le Chilien très fort aussi sur terre battue. Ça va être difficile pour Moïse Kwame. Ouais. Puis hâte de voir le résultat de ce match-là, bien sûr. Nous, Phil, c'est le temps d'entrer dans notre segment sporadique d'aujourd'hui. Et je t'ai mentionné tantôt que j'allais jaser de Tiger Woods. Eh bien, Tiger Woods a encore fait les nouvelles, mais cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il buvait au volant. C'était juste pour dire qu'il n'allait pas jouer, en fait, durant la saison prochaine de golf. Il n'a juste pas déposé sa candidature pour l'Omnium britannique du Royal Birkdale avant la date limite fixée la semaine dernière. Et donc, comme 2024 va rater un autre tournoi, une autre année de golf, 2025, pardon. Il est âgé de 50 ans, d'ailleurs, il faut le mentionner, Tiger Woods, et donc pas très surprenant, mais le golf, c'est un jeu sans âge. C'est vraiment 50 ans? C'est ça, je me suis dit aussi quand j'ai vu son âge. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Elle va rater le tournoi des maths, déjà raté le tournoi des maths et le championnat de la PGA aussi. T'sais, on peut juste dire adieu à sa saison de golf. Pour ceux et celles qui souhaitaient peut-être son retour, personnellement, après ce qu'il a fait, je m'en foutais un peu, mais c'était une des nouvelles qui m'est apparue. Je me suis dit, c'est quand même assez comique de le mentionner. Sans oublier aussi l'idée que, on va le rappeler, Woods a gagné 15 tournois majeurs. Il y a un nombre record de 82 tournois sur le circuit de la PGA, mais n'a pas participé à un tournoi majeur depuis 2024. C'est juste ça. Pardon, je suis allergique à Woods. Merci. Ouais, moi, je vais y aller côté basketball de la NBA. Oui, le Thunder d'Oklahoma City, mené par Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien, qui n'est plus qu'à une victoire de retourner à la finale de la NBA. C'est direction San Antonio pour le match numéro 6. Pourquoi il y a... Garfield, ça fait des années que je suis le basketball. Ça fait des années que je suis un fan de ce sport-là. Et je n'ai jamais pas voulu autant écouter du basketball de ma vie. Okay. Si tu regardes ce produit-là, c'est terrible. On se dirait au foot, purement dans une division 2 au Brésil. Ça plonge partout, ça recherche la faute. Ce n'est plus l'éthique ou l'image du basketball, l'identité du sport en général n'est plus la même. Les sports évoluent un peu. Évolue un peu. Je me dis, à un moment donné, genre, comme chercher la faute autant et l'avoir. Et je pense que c'est plus l'obtenir. Il y aura certainement quelque chose, une rencontre à avoir avec les officiels parce que eux dictent l'identité du match. Puis ce que je vois présentement entre ces deux équipes-là me fait pas vouloir. Ça me donne pas envie d'écouter du basketball du tout. J'adore Shai, j'adore l'équipe d'OKC parce qu'il y a beaucoup de Canadiens sur cette équipe. Lou Dort aussi, notamment, qui en fait partie. J'aime juste pas ce que je vois. J'aime pas le produit qui est donné. Puis ça me tente un peu parce que je voyais les vieilles éditions de ces finales de conférences de basketball-là qui étaient du basketball pur avec beaucoup d'intensité. Puis là, tu reçois le ballon d'une situation de balle qui a été mise hors du terrain.
Puis la seconde que tu l'as, il y a un petit contact, tu tombes. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que comme. Beaucoup trop d'arrêt de jeu pour rien. Peut-être le renvoyer Wes McCauley. Lui, il est assez bon à ranger son sifflet. Ouais, tu sais, au pire, changeons les officiels, puis on va vivre avec. Mais bon, excuse-moi, c'est juste ça. C'est pour ça que j'avais un petit visage de dédain. Mais oui, bien pour OKC. Oui, mais bref, c'est 3-2 pour Oklahoma présentement. Puis le match numéro 6 qui se déroule ce soir pour nous, puis pour vous, ce sera déjà dans les livres. Mardi, ça a été une victoire de 127-114 après un premier quart quand même serré, mais le Thunder là aussi qui se débrouille bien sans deux atouts importants, Jalen Williams et AJ Mitchell. Donc, une équipe qui montre quand même de la combativité. Et c'est bien sûr chez Gilgeous Alexander qui est au premier plan, encore une fois. Double joueur, Par excellence. Oui, c'est ce que je cherchais. Et possiblement un deuxième de suite en finale aussi, s'il remporte bien sûr la finale, parce qu'il l'avait remporté l'an dernier. Fait que ça a surveillé, puis ça repose la fameuse question qui m'a été posée il y a 3 ans. Est-ce qu'il est le meilleur joueur canadien de l'histoire? Et à ça, j'avais répondu oui, et je réponds toujours oui à cette question. Mais oui, ça aussi, c'est surveillé. Tellement de sports qui se terminent, tu sais. C'est dur de tout surveiller. Mais heureusement que tu es là, Philippe, pour nous annoncer bien sûr cette finale de conférence. D'ailleurs, c'est la finale de la NBA. Je suis désolé. Les Knicks n'ont aucune chance contre aucune de ces deux formations. Mais ce qui est plaisant du côté des Knicks, c'est qu'ils ont tellement la fanbase pour. Il y a tellement la foule qui est là pour cette équipe-là, qui a balayé d'ailleurs les Cavaliers de Cleveland là, durant la finale de conférence. Aura un peu de repos aussi pour la finale. Mais bref, c'est ça. J'en parlerai pas plus de ce produit-là. Je t'encourage d'ailleurs d'écouter l'un des matchs juste pour voir ce que je dis, puis essayer peut-être de comprendre un peu pourquoi j'ai cette mentalité-là. J'adore ce sport. J'ai toujours adoré ce sport, mais ça, ça me dérange un peu. Bref, Phil, c'est le temps d'embarquer aussi dans nos 3 étoiles de la semaine pour terminer ce 4e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Et je te commence ça avec la 3e étoile, Phil, qui est l'équipe des Golden Knights de Vegas, mais plus particulièrement Mark Stone et Carter Hart, qui ont fait une grande différence dans la série face au Colorado. Un petit balayage du côté de Vegas, on vous le rappelle. 7 buts alloués en 4 rencontres pour Carter Hart et 3 points de match en jouant un petit peu plus de 15 minutes pour Mark Stone. 2e étoile, c'est la Ligue canadienne de hockey, Phil, parce qu'elle a suspendu Jordan Tourigny pour le restant de la Coupe Memorial, et ça, c'était la décision évidente. Quel geste horrible de la part de Tourigny, qui, je vous le rappelle... Disgracieux. Qui, je vous le rappelle, a étampé le patin d'un autre joueur avec sa lame. Ça n'a pas d'affaire dans le sport en visant sa lame. OK. Et ils sont en demi-finale d'ailleurs, les Saguenay de Chicoutimi face aux Rockets, aux Silver Tips de Everett. D'ailleurs, la GMQ était beaucoup trop slack avec ça. Oui, puis on n'en parlera même pas trop. Non, mais c'est juste comme... C'est des gestes qui ont pas leur place. Puis je pense que, surtout Jordan Tourigny, je comprends, ils sont jeunes, puis ils ont dit, oui, il faut pas non plus... intimider, parce que là, il y avait des réactions sur les réseaux sociaux, il ne faut pas non plus intimider des jeunes de 17 et 20 ans. Oui, ils font des erreurs. Jordan Tourigny a quand même 21 ans, je veux dire. C'est un vétéran de la Q. De cette ligue. Il devrait savoir mieux, 100%. À mon avis. Vraiment d'accord avec ce que tu mentionnes, Phil. Puis ma première étoile, on va du côté baseball, parce que oui, la saison de baseball est aussi commencée. Christopher Sanchez, Phil, lanceur partant dans cette ligue élite, a presque 45 manches, 100 points accordés depuis le début de la saison, ce qui le rend 7e maintenant du côté là, de cette statistique farfelue-là. La plus longue séquence, Phil, Orel Hershiser avec...
59 manches, 59. 100 points accordés, et ça en 1988. Il est le lanceur avec la plus grande cote pour remporter, bien sûr, le Cy Young dans sa division. Il est donc ma première étoile cette semaine. OK. Moi, je vais commencer ça avec un de mes chouchous, un cher pingouin de Pittsburgh, Mathieu, Evgeny Malkin, qui a signé ce contrat d'1 an, 5,5 millions. Et puis, oui, il y avait des spéculations comme quoi Dubas et lui n'étaient pas nécessairement sur la même longueur d'onde, mais tout est bien qui finit bien, parce que c'est un joueur qui doit terminer sa carrière comme un pingouin, d'après moi. Et ça semble être ce qu'on va faire du côté de Malkin, parce qu'il voulait 2 ans, mais il y en a eu un. Donc, on aura peut-être cette discussion-là encore l'année d'après. Mais très content de voir qu'il sera à Pittsburgh. Puis ça, c'est malgré son jeu défensif qui parfois manque un peu à l'appel. Mais ouais, je suis évidemment que c'est un joueur avec qui on a beaucoup de bons souvenirs en tant que fan des Pingouins, puis qui continue de nous donner du bon hockey, même à 40 ans. Moïse Kouame, qui est ma deuxième étoile, pour ce match fou qu'il a joué aujourd'hui. Il a vraiment allumé le public de Roland-Garros. Il a mis le feu carrément. C'était un match là, vraiment avec une ambiance comme j'en ai pas vu souvent. Puis j'ai trouvé ça très le fun à suivre ce matin. Puis ça s'est fini au 5e après qu'il ait mené 2 manches à 0. Puis là, tout à coup, on pensait que je pense qu'il perdait même par un bris au 5e. Puis finalement, a trouvé des ressources là, mais c'est pas facile. Hein. À 17 ans, on n'a pas cette expérience-là, puis on n'a pas nécessairement cette endurance-là pour aller aussi loin. Un match qui a duré 4 heures, peut-être proche de 5. Fait que, c'est très le fun de voir ça de la part d'un jeune de 17 ans, puis c'est prometteur pour le tennis français. Et ma première étoile, c'est Kimi Antonelli, tout simplement pour ses 4 victoires consécutives en Grand Prix, parce que c'est un fait d'une rareté quand même, là, parce qu'il rejoint Schumacher, Verstappen et Hamilton. Comme les 4 pilotes, les seuls à avoir remporté 4 Grands Prix consécutifs. C'est pas facile à faire dans ce sport-là du tout. Et oui, ça prend un bon bolide, mais ça prend un bon pilote aussi. Ça aurait pu être Russell, mais c'était lui. C'est absolument raison. Fait belle analyse de cette saison de Formule 1. Merci. C'est ce qui va terminer ce 4e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Gerald Dedock. C'est absolument la bonne réponse. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et Apple Podcasts, et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 côté de Rogers TV. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.